J'appelle donc Philippe Rogier, les rapporteurs des ateliers, Philippe Rogier, Elisabeth Dupont-Kerlan et Philippe Subra, qui vont rapporter les travaux des ateliers sur, respectivement, les procédures, l'eau et la biodiversité et la concertation. Avant d'entrer dans cette dernière séquence de la matinée, je voulais, puisque c'est au titre de ma participation au comité de pilotage des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement, présidé par Delphine Edari et mis en place par la ministre en avril 2013. C'est à ce titre-là que TDIE m'a demandé d'animer cette dernière séquence et m'a invité à indiquer quelques repères sur ce processus des États généraux qui n'est pas terminé, qui est donc en cours. Et je m'exprimerai donc non pas en tant que spécialiste du droit, que je ne suis pas, mais en tant que praticienne de la concertation. Je suis géographe de formation et je dirige le cabinet CS Conseil. Donc en quelques mots, on va peut-être ou pas, peu importe si on ne le projette pas, ça n'est pas important, à l'origine des... Voilà, très bien. Donc, et c'est à moi de faire avancer la diapositive. Donc, à l'origine des États généraux, simplement pour mémoire, la conférence environnementale de septembre 2012, au cours de laquelle le président François Hollande avait dit vouloir faire de la France la nation de l'excellence environnementale. La feuille de route qui avait suivi pour la transition écologique, elle aussi, mentionnait les États généraux de la modernisation du droit de l'environnement qui devraient être organisés à la fin du printemps 2013. Et c'est donc dans cette foulée que les États généraux ont été initiés, mais c'est aussi sur les critiques du droit de l'environnement, la complexité, la longueur des procédures, la faiblesse de la protection de l'environnement, qu'a été en définitive conçue l'idée qu'il fallait passer par une étape de diagnostic des qualités et des défauts des règles applicables en matière d'environnement. C'est ce que le comité de pilotage avait préconisé de réaliser, ce qui a été conduit entre avril et mai 2013 sous la forme d'une consultation Internet qui a permis de faire avancer justement ce regard critique et en même temps prospectif sur le droit, et qui a permis aussi de suggérer, faire émerger un certain nombre de modifications qui seraient souhaitables à la fois pour le contenu des normes, leur forme, la façon de les élaborer et de les appliquer. Et d'ailleurs, j'y reviendrai sur les résultats, mais l'objectif, avec cette réforme du droit de l'environnement, l'objectif du gouvernement, c'est que soit assurée une protection de l'environnement réel tout en facilitant la réalisation des projets d'intérêt économique et social. Voilà pour le contexte, les moments originels en fait de ce processus. Maintenant, la méthode qui a été préconisée, celle du comité de pilotage, j'en ai parlé, qui est un tout petit élément, mais qui a été fondée sur la sollicitation de tous les acteurs concernés, la mobilisation de l'expertise juridique, en particulier celle du ministère, un état d'esprit ouvert et innovant. Le fait même d'avoir associé à ce processus de réforme les parties prenantes dans leur extension la plus grande en est un témoignage. Donc avec cette première étape du diagnostic jusqu'au 25 juin et la deuxième étape qui est en cours de mise en place, notamment depuis, et on le verra d'ici à la fin du mois de novembre, on y reviendra, des choses nouvelles vont être formulées. Donc les contributions qui sont issues de cette première phase, elles sont au nombre de 800, substantielles, en provenance des différentes catégories de parties prenantes, avec un consensus sur le contenu des réformes à mener. Vous l'avez d'ailleurs souligné les uns les autres dans vos interventions ou dans vos prises de parole, le consensus autour de l'écriture d'un droit plus lisible, plus prévisible, une simplification des procédures, une meilleure sanction des atteintes à l'environnement. Ça a été moins évoqué ce matin, mais en tout cas, on va le voir, la question reste très présente. Et puis aussi sur l'état d'esprit de ces États généraux,
plutôt qu'un grand débat d'idées, ceux qui y ont pris part s'engagent plutôt dans une approche opérationnelle, l'attente de pragmatisme dans la démarche, de réformes concrètes, d'actions ciblées et effectives. C'est finalement le réalisme qui prévaut dans cette démarche. En tout cas, c'est ce qui est attendu. Toutefois, on a pu constater dès le départ un ver dans le fruit avec un questionnement sur finalement qu'est-ce que cette modernisation et avec la méfiance associée au terme de simplification qui était au départ aussi accolé au processus, certains craignant que ce terme ne dissimule une vaste entreprise de dérégulation et de simplification du droit de l'environnement, à l'opposé, et on l'a retrouvé cette méfiance tout au long du processus, et encore aujourd'hui, d'autres estiment que la simplification du droit doit être placée au cœur de la démarche de modernisation. Donc on a vraiment toutefois la condition unanime qui est posée à l'exercice, à savoir qu'ils ne conduisent pas à une moindre protection de l'environnement, ce qui rejoint finalement la position à la fois des pouvoirs publics telle qu'elle a été exprimée jusqu'à présent, même si ces pouvoirs publics sont divers dans leur vision de l'application du droit, et aussi une position exprimée par les acteurs de la vie économique et les acteurs de la vie associative, évidemment. La mise en route de la deuxième étape, donc, s'appuie sur la date du 17 juillet et les principes qui ont été actés dans la communication du gouvernement et qui ressortent de cette première étape des États généraux. Ces principes, progrès ou non-régression, on y reviendra peut-être, du niveau de protection de l'environnement, efficacité des procédures pour la protection de l'environnement, effectivité de la mise en œuvre des dispositions existantes du droit de l'environnement, proportionnalité, même si ça fait encore discussion aujourd'hui, des exigences procédurales aux enjeux environnementaux. Donc cette sur la base de ces principes, une feuille de route a été mise en circulation, notamment parmi les membres du Conseil national de la transition écologique, et qui va être l'instance référente pour l'avancée des travaux et de la réforme. En tout cas, c'est les grands axes de la feuille de route qui est en discussion. On peut toutefois donc les communiquer, et je pense, vous le verrez, les rapporteurs qui vont faire état des travaux et de la réflexion des parties prenantes vont probablement s'y retrouver. Le premier axe, mieux élaborer les règles de droit, adopter des normes nouvelles après évaluation, et ça renvoie directement à certains propos qui ont été tenus à l'instant, après évaluation de l'application du droit en vigueur, et réduire le nombre de schémas à vocation environnementale, améliorer leur articulation pour disposer d'une vision synthétique des règles s'appliquant à un territoire. Voilà deux déclinaisons plus concrètes de ce premier axe. L'axe 2, améliorer les procédures de réalisation des projets, repose sur des voies de modernisation qui sont déjà travaillées au sein de l'administration depuis un certain temps, qui là prennent un relief particulier et qui touchent au guichet unique, au permis environnemental, au permis unique, à la clarification du régime du cas par cas pour les études d'impact et aux expérimentations. Ensuite, troisième axe, améliorer la sécurité juridique des projets et les sanctions des atteintes à l'environnement. Il s'agit là de, par exemple, permettre de saisir le juge administratif à un stade suffisamment précoce de façon à remédier aux irrégularités, améliorer le contrôle et la répression des atteintes à l'environnement, intégrer la contribution du groupe de travail sur la réparation du préjudice écologique. Voilà un certain nombre des points auxquels s'applique cet axe 3. Mais il ne s'agit pas ici de discuter des états généraux. Il s'agit dans le même esprit, d'envisager des avancées possibles, des avancées qui ont fait l'objet des travaux en atelier que vont maintenant nous restituer et sur lesquels nous allons pouvoir échanger Philippe Rogier, Elisabeth Dupont-Kerlan et Philippe Subra, l'un après l'autre. Chacun aura 10 minutes pour s'exprimer, et puis ensuite la parole à la salle puisqu'on est au chapitre des avancées et donc des actions et des pistes qui peuvent être envisagées pour cette modernisation du droit de l'environnement, la question qui pourrait animer nos échanges est finalement sur les pistes qui vont vous être proposées, considérez-vous qu'elles contribuent
à l'amélioration, la modernisation du droit de l'environnement, l'amélioration de son application, sa meilleure efficience. Voilà. Donc je laisse Philippe Rogier s'exprimer et ensuite place à la discussion. Merci Claude. Je crois qu'au démarrage, il faut que j'indique quels sont les participants à cet atelier. Donc il s'est réuni une demi-journée sur le sujet des procédures. On vous entend? Oui. Oui. Donc, ont participé à ces travaux Madame Bordage de RFF, Monsieur Boisquil, qui est directeur de la voirie départementale au Conseil général du Nord, Monsieur Butlen de la direction de l'eau et de la biodiversité, Monsieur Ogoma de France Nature Environnement, originaire des Pays de Loire, Monsieur Dupont du Conseil général de l'environnement et du développement durable et également membre du club des maîtres d'ouvrage publics et privés, Madame Pic, qui est consultante chez Silex Associés, Monsieur Terraillot de la DGITM, Alice Noulin et moi-même du Conseil général, du Commissariat général au développement durable, et Madame Salon et Madame Rouez de TDIE. Donc les discussions sont passées, je trouve, de façon très intéressante puisque les gens sont écoutés et ça donne envie de prolonger pour aller plus loin. Sur les procédures, il y avait plusieurs sujets qui auraient pu être abordés. On s'est focalisé sur le permis environnemental unique et on est parti d'une réflexion qui avait été conduite dans les services du ministère de l'écologie par les services qui ont en charge les procédures et qui a donné lieu à une contribution dans le cadre des États généraux. Donc l'idée de fusionner finalement les nombreux régimes d'autorisation environnementale qui existent, avec aussi l'idée que pour améliorer l'évaluation environnementale, c'est difficile de ne pas s'intéresser aux procédures elles-mêmes. Donc il est clair que pour les projets qui sont localisés dans l'espace et le temps, on n'a guère de doute sur le fait que le permis environnemental unifié apporterait des simplifications. Néanmoins, ce sujet sera expérimenté, c'est traité dans le cadre des expérimentations prévues par un projet de loi actuellement au Parlement, un projet de loi d'habilitation. Parce que faire simple, c'est compliqué, on le sait bien. Et les projets d'infrastructure, quant à eux, quand ils sont d'une certaine importance, ils présentent des difficultés supplémentaires par rapport à ces projets localisés dans l'espace et le temps. D'abord l'étendue espace-temps, le fait qu'il y a des problèmes d'acceptabilité et des allers-retours pour les définir progressivement. Et puis la question de l'articulation de ce permis environnemental avec la DUP ou la déclaration de projet. Alors manifestement dans le groupe il y avait un intérêt pour discuter de la DUP. Alors on n'a pas pu aller bien loin parce que on disposait de peu de temps, mais il est probable que la poursuite des travaux sur le permis environnemental nous amènera à aborder la question soit en la repensant, soit en la faisant évoluer. En tous les cas, le permis environnemental, la DUP doit prendre en compte, comme on l'a dit, l'environnement au même titre que les autres enjeux. Donc le permis environnemental peut difficilement intervenir avant. En revanche, donc les deux sont liés. Et donc on voit bien qu'il y a une articulation, un lien à trouver entre les deux. Alors aujourd'hui, avec la dernière réforme, la DUP porte d'ores et déjà les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, qui sont finalement le résultat de toute la démarche d'évaluation environnementale, donc le fondement et l'aboutissement à la fois. Donc l'idée, ça serait d'avoir un permis finalement pour ce type de projet en deux étapes. Une première étape avec la DUP, peut-être sous la forme d'un récépissé qui poserait finalement les principes des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Et une deuxième étape, quand les études sont réalisées, les mesures sont arrêtées de
de façon avec leur mise en œuvre opérationnelle sur les prescriptions. Donc dans la réflexion que l'on avait conduite, et c'est là-dessus qu'on s'est basé, on a examiné finalement les 4 composantes de ce que serait un permis environnemental unifié. Alors, il y a le point de départ, ce serait une nomenclature finalement, qui agrégerait les nomenclatures existantes, installations classées, eau, espèces, espace, etc. Bon, on n'est pas entré dans le détail. C'est un gros travail, c'est sûr. Mais l'idée est ressortie par rapport au principe de proportionnalité, que finalement, une nomenclature unique pourrait favoriser, finalement, en les relativisant, en les positionnant les uns par rapport aux autres, pourrait favoriser la priorisation des enjeux et donc une bonne application du principe de proportionnalité. La deuxième composante finalement de ce permis, c'est un guichet unique. Alors là-dessus, il y a un intérêt indéniable de la part des maîtres d'ouvrage de conserver un interlocuteur tout au long de la procédure. Donc l'idée, ce serait de désigner un pilote parmi les services instructeurs de l'État qui serait l'interlocuteur pour le maître d'ouvrage. Alors on voit que c'est assez facile dans un département, dans plusieurs départements d'une même région, mais pour les grands projets, on sent qu'il peut y avoir un problème de faisabilité pour désigner, pour identifier un interlocuteur pour l'ensemble du projet. En tous les cas, on a parlé des grands porteurs de projets comme RFF, mais pour les porteurs de projets, les petits au sens qu'ils font peu de projets, par exemple un conseil général d'un département rural, il est clair que d'avoir un interlocuteur faciliterait l'appropriation des procédures grandement, encore plus que pour les grands maîtres d'ouvrage. Troisième composante, ce sont les études. Alors là, il est clair que si le permis unique, c'est de devoir faire toutes les études en même temps, donc ce ne serait pas une simplification pour les maîtres d'ouvrage, mais pas non plus pour les associations ou même pour les services instructeurs. Donc ça a amené finalement les maîtres d'ouvrage à solliciter que le permis environnemental soit une faculté plutôt qu'une obligation. Alors c'est un petit peu gênant parce que du coup on réécrirait des pages, on ajouterait des pages au code de l'environnement, ça ne serait pas forcément une sécurité juridique non plus. L'idée qui pourrait résoudre ce problème légitime de la part des maîtres d'ouvrage, ça pourrait être un permis délivré par étapes, avec finalement des études qui soient actualisées, complétées en fonction de l'avancement de la définition du projet. Donc, typiquement, il y aurait deux blocs d'études, en amont au stade DUP et en aval quand le projet est précisément défini. Donc, on a l'impression que ça pourrait faciliter, là encore, l'application du principe de proportionnalité. Et une idée que j'ai trouvée intéressante à ce stade, c'est que justement la concertation porte sur le partage des enjeux, leur priorisation, et justement sur donc l'application du principe de proportionnalité. L'avis d'autorité environnementale, donc il y en aurait, si on est en deux phases, amont-aval, il porterait le premier sur les études amont, donc plus sur les principes des mesures, et puis ensuite dans la deuxième étape sur le détail de ces mesures. La quatrième et dernière composante du permis unique, c'est l'autorisation elle-même. Donc là encore, par rapport au principe de non-régression, l'idée c'est bien de maintenir le niveau d'exigence en matière d'environnement. Pas question non plus de revenir sur les droits de recours, sur les autorisations, mais d'essayer de simplifier les procédures. Donc, il nous semble qu'une autorisation unique, donc menée le cas échéant en plusieurs étapes, renforcerait l'approche intégrée des enjeux. On en a beaucoup parlé en début de colloque. Pourrait aussi favoriser la mise en cohérence des prescriptions entre elles et la cohérence des mesures tout au long du processus, depuis finalement la phase amont jusqu'à l'autorisation détaillée. Alors l'idée d'une autorisation, de cliquer
qui est ET à la fin, donc d'avoir finalement que quand on a franchi une étape, on ne puisse pas revenir en arrière. C'est une préoccupation majeure, je dirais, des maîtres d'ouvrage. Donc l'idée de pas qu'à une étape, on ne puisse pas revenir à l'étape précédente. Donc c'est un point de vigilance sur lequel il faudra s'appesantir lors de la poursuite des travaux. Donc en conclusion, les réflexions méritent d'être poursuivies donc, sur les bases que j'ai indiquées et puis ce qui pourra ressortir des échanges aujourd'hui. Les expérimentations qui vont être conduites en application du projet des ordonnances à venir pour la simplification des entreprises, donc qui portent sur des projets plutôt simples, installations classées, etc., méritent d'être suivis et nous donneront sans doute des indications. Il faudra en tirer les leçons de façon à prolonger la discussion sur le permis unique dans le cadre des États généraux. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Philippe Rogier. Donc, je vous propose qu'on ouvre un temps d'échange de 10-15 minutes pour réagir sur ce qui vient d'être dit, donc sur les propositions qui ont été faites par ce groupe, qui s'inscrivent dans le sens d'une réflexion déjà bien entamée, bien avancée, sur à la fois le permis environnemental unifié, sur le permis unique et sur finalement ce séquencement en 2 temps, avant et après la DUP, à la fois pour la conduite des études, pour la sollicitation d'avis de l'autorité environnementale et finalement, in fine, pour favoriser l'approche intégrée des enjeux environnementaux. Quelles sont vos réactions les uns les autres? Je pense à Michel Badré de l'autorité environnementale qui est ici présent depuis ce matin. Je pense aux commissaires enquêteurs qui sont nombreux et qui ont peut-être aussi des choses à dire qui ne se sont pas exprimées jusqu'à présent. D'autres acteurs associatifs également sur cette notion à la fois de permis environnemental, de permis unique. Merci de vous présenter. D'abord, est-ce que c'est clair? Michel Badré évoquait tout à l'heure l'importance de la clarté. Allez-y, Michel Badré. Oui, puisque vous m'avez tendu une perche, je vais la saisir, merci. Évidemment, c'est un peu complexe de réagir dans une salle comme ça sur une présentation de travaux qui ont été faits et qui sont plus précis. Je voudrais faire le lien avec ce que disait tout à l'heure notre collègue des Pays-Bas et que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur le fait qu'il fallait adapter les procédures qu'on appliquait à la nature des projets. Il y en a des petits, simples, Philippe Rogier vient de le dire, qui ont une unité de temps et une unité de lieu, comme le théâtre de jadis. Et puis il y en a d'autres qui sont longs, compliqués, qui concernent de grandes surfaces et on ne peut pas traiter les deux de la même façon. Et ça, nous, on le voit bien à l'autorité environnementale. Il nous est arrivé assez souvent sur des petits projets de dire qu'on ne comprenait pas pourquoi on avait un premier dossier de DUP avec une enquête publique et puis 3 mois après, une enquête publique loi sur l'eau et puis encore 3 mois après, une demande de dérogation espèces protégées. Là, il n'y a pas d'enquête publique, mais il y a des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Ce n'est pas forcément les mêmes. Si tout ça est fait dans 3 étapes différentes, alors que toutes les études pourraient être faites en même temps sans inconvénient, on y perd à l'évidence, tout le monde y perd du temps et de l'argent. Donc dans ces cas-là, la notion de permis unique, global, simple, en une seule phase, j'ai l'impression, et Philippe l'a dit tout à l'heure, que tout le monde aurait tout à y gagner. Sur les opérations complexes, et c'est plutôt de celles-là qu'on parle, je voudrais d'abord rappeler une chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'enjeux environnementaux lourds qui ne sont pas couverts par des autorisations environnementales spécifiques autre que la DUP précédée par son étude d'impact. Je cite par exemple le bruit, ce n'est pas devant les nombreux représentants de RFF qui sont là que je dois insister, il n'y a pas de permis bruit, alors qu'il y a une autorisation loi sur l'eau, une autorisation ICPE, une dérogation espèces protégées. Donc il faut que ce sujet du bruit, par exemple, soit traité au bon moment, au bon niveau, et quand les études de projet sont suffisamment avancées pour qu'on puisse voir quelles sont les modélisations du projet. Même chose sur les émissions de gaz à effet de serre.
J'ai bien compris aussi ce que disait notre collègue hollandais sur le fait qu'il y avait des allers-retours dans le discours du public. Mais là, on est sur un enjeu de très long terme qui est mal perçu souvent individuellement, mais que nous, on regarde toujours très attentivement dans les projets. Et là non plus, il n'y a pas une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Ça n'empêche qu'il y a un moment où le maître d'ouvrage, pour les très gros projets, doit fournir son évaluation et on doit pouvoir dire si c'est crédible ou non. Donc je pense que ça, il ne faut pas le négliger dans la démarche. La deuxième remarque, puis après j'arrête, sur ce que vient d'exposer Philippe Rogier, c'est que moi, je ne suis pas sûr de bien voir la différence avec ce qui se passe en ce moment, mais c'est probablement des questions de mise au point à préciser. C'est qu'en ce moment, il y a couramment pour de très grands projets une DUP avec son étude d'impact, et puis il peut y avoir 1 an après ou 2 ans après une autorisation loi sur l'eau qui peut donner lieu, c'est ce que dit le Code de l'environnement, à une actualisation de l'étude d'impact. Quelle est la différence avec ce permis environnemental en phase? Ce n'est pas absolument limpide pour moi, mais je pense que c'est des choses qui relèveraient de la précision apportée au dispositif. Mais le message principal que je voulais faire passer, c'est attention, il y a des petits projets, il y en a des gros, enfin, ou des projets simples et des projets complexes, et il ne faut peut-être pas chercher à les traiter tous dans le même moule, sinon on ne va rien simplifier du tout. Merci. Philippe Rogier. Oui, c'est clair que en s'attaquant au projet d'infrastructure dès maintenant pour le permis unique, on attaque les projets les plus complexes à aborder, mais ceux qui sont aussi concernés par une multitude d'autorisations. Un des avantages que l'on peut voir dans ce qui serait ce permis finalement en 2 étapes, c'est justement que la deuxième étape permettrait de suivre finalement ce qui s'est dit à la première étape dans un permis environnemental qui pourrait porter l'ensemble des mesures d'évitement, de réduction, de compensation détaillées, quel que soit finalement l'enjeu sur lequel elles portent. Tu parlais du bruit. Aujourd'hui, s'il y a une mesure à faire porter, qui découle d'une actualisation de l'étude d'impact à l'occasion d'une procédure en loi sur l'eau, par exemple, qui pourrait avoir un rapport avec le bruit, le seul support possible, c'est l'autorisation loi sur l'eau. Ce n'est manifestement pas un support très, très adapté. Un des intérêts qu'on peut voir aussi à avoir un permis environnemental qui couvre l'ensemble des domaines, donc ça permet d'avoir une approche intégrée, c'est-à-dire plutôt que de regarder les mesures liées aux espèces protégées après avoir vu les mesures liées à la loi sur l'eau avant telle ou telle autre procédure, finalement on peut les voir ensemble et on évite des préconisations qui sont divergentes ou qui pourraient être plus cohérentes entre elles. Merci. Est-ce que France Nature Environnement, des maîtres d'ouvrage, Jean-Pierre Duport, je vous en prie. Je ne représente pas France Nature Environnement et je ne suis plus maître d'ouvrage. Mais je voudrais revenir sur les aspects juridiques tout en trouvant que les propositions vont dans le bon sens et que l'unicité des procédures, l'unicité des permis est vraiment demandée, je crois, par tout le monde. Une fois, j'aurais dit à Mme Chardonnay que j'apprécie également la proposition que vous avez faite de revenir sur la multiplicité des schémas régionaux qui encadrent les SCOT et les plans locaux d'urbanisme, qui sont, à mon avis, une source de complexité. Et je milite pour qu'il y ait un schéma dans lequel il y ait tout. Ma question, elle revient sur le permis environnemental et avec le problème du cliquet. Je voudrais savoir si la première phase fait grief ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est susceptible de recours ou pas? Pardon de revenir sur le problème juridique comme je l'ai fait tout à l'heure, parce que si elle est susceptible de recours, parce qu'on considère qu'elle fait grief, il y a bien 2 procédures, parce qu'il y aura des recours contre la décision de la première phase. Donc si on va jusqu'au bout, je militerai pour qu'on considère que ce n'est qu'une phase préalable qui ne fait pas grief et que les recours ne peuvent être faits qu'à la fin du processus, sinon on va voir 2 niveaux de recours et on va les multiplier. Merci. Alors, Philippe Rogier, vous avez aussi travaillé sur les autorisations et sur... donc, oui. Je vous laisse. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre précisément, mais
aujourd'hui, depuis la réforme des études d'impact, il est clair que la déclaration d'utilité publique porte un acte qui peut porter les mesures d'évitement, de réduction, de compensation. Donc à ce titre-là, au titre de l'environnement, il est attaquable. Donc je n'ai pas présenté un schéma qui était arrêté, parce que justement il mérite une analyse précise. Comment articuler finalement la déclaration de projet qui est faite par le maître d'ouvrage, qui n'est pas forcément l'autorité qui autorise au titre de l'environnement, ou la DUP quand il y a une DUP, avec la première étape du permis environnemental, de façon à avoir ensuite les compléments qui découleront des études complémentaires. Donc aujourd'hui, la DUP peut être attaquée. Cette première étape, elle peut faire l'objet de recours, comme c'est faire l'objet de recours. L'idée du cliquet, c'est que finalement, on ne puisse pas, lors de la deuxième étape, on ne puisse pas remettre en cause complètement ce qui a été acté quelques années auparavant sur les principes des mesures, et encore moins, évidemment, ça c'est un souci majeur pour les maîtres d'ouvrage, la déclaration d'utilité publique. Sur cette question, oui. Puisque je suis interpellé, je ne parle pas au nom de M. Jean-Pierre Duport, mais je parle au nom de France Nature Environnement. Oui. Non. Mais clairement, c'est vraiment une question que nous sommes posées plusieurs fois et nous sommes intervenus dans l'atelier. Donc, nous voudrions vraiment poursuivre cette réflexion, mais je pense qu'on peut faire écho. Alors, je ne suis pas spécialiste juridique de France Nature Environnement, mais on voudrait bien évaluer le dispositif. Nous aussi, je crois qu'on emploie le même terme de sécurité juridique. Et pour l'instant, on a les mêmes interrogations, mais c'est vraiment un processus qui nous semble intéressant, parce que nous ne voulons pas non plus nous engager dans un processus dont on ne voit pas toujours tous les impacts. Donc ça nous semble vraiment intéressant comme approche. Alors, on n'a pas signé en bas de la feuille en disant on y va au permis unique, mais je crois que lors des ateliers, on a eu l'occasion de s'exprimer. Nous, ça nous paraît être vraiment une procédure intéressante, mais je voudrais aussi que les élus présents dans cette salle aient un petit peu d'humilité et de ne pas chacun s'accrocher à leur schéma. Je viens de tacler mon voisin là gentiment en disant attention, parce qu'il y a le président de région qui veut son schéma, le président du conseil général qui veut son schéma et autres. Et depuis Grenelle, nous on s'est battu à ce sujet-là en disant attendez, il y a une question de cohérence. Il faut que sur un territoire, les problèmes de climat, de transport, d'air, énergie et autres, il y ait un schéma unique et qu'on arrête de dire c'est le schéma d'un tel, c'est le schéma d'un tel. Donc ça aussi, nous les schémas, on voudrait bien que ce soit regroupé. Alors ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais il y a un besoin de cohérence entre les différents schémas. Je vous remercie. Merci. Donc sauf si l'un d'entre vous veut encore s'exprimer, je propose qu'on arrête cette première séquence qui est très technique, probablement la plus juridique, encore que dans l'atelier suivant sur l'eau et la biodiversité, on va rester sur ces enjeux très, très juridiques. Mais de cette première séquence, retenons que la progression sur le permis unique, d'une part, sur le permis environnemental unifié, d'autre part, appelle à, avancer, poursuivre la concertation et les travaux sur ce sujet, sachant qu'il faudrait considérer à chaque étape l'échelle des projets considérés. Petits projets ou grands projets complexes ne nécessitent pas la même évolution dans l'application et dans le droit. Je retiens aussi que vous interrogez la question des recours et de la sécurité juridique dans cette perspective d'autorisation unifiée. Et je retiens aussi ce que vous avez dit à deux voix de l'importance de la mise en cohérence des schémas territoriaux. Voilà. Donc j'invite Elisabeth Dupont-Kerlan, directrice de l'ONEMA, à nous partager les travaux de l'atelier eau et biodiversité en nous rappelant sa composition. Oui, merci.
Alors, je vais remercier d'abord les participants à cet atelier qui, comme les autres, s'est réuni pendant une grosse demi-journée. Alors, donc, je remercie Madame Roquelin de RFF, Monsieur Chavarenne de Vinci Autoroute, Monsieur De Guibert du Conseil général de Seine-et-Marne, Monsieur Pradon d'Aegis Environnement, Monsieur Benest de FNE, Madame Verser de l'Autorité environnementale, Monsieur Chapuis de l'Adréal Franche-Comté, Monsieur Holman de la DIR Est, de l'administration centrale du ministère, M. Butlen, direction de l'eau et de la biodiversité, M. Larive, des GITM, et pour l'ONEMA, donc, outre moi-même, Mme de Crespin de Billy, qui est notre chargée de mission grandes infrastructures, et pour TDUE, Mme Salin et Mme Brest participaient également à l'atelier. Pour faire la transition avec l'atelier précédent, je dirais le sujet là, du permis environnemental unique et puis du guichet unique ont aussi été évoqués dans notre atelier avec un intérêt marqué des participants sur ces points-là et en suggérant plutôt de commencer d'abord par des expérimentations avant de rendre obligatoires les nouveaux dispositifs pour les tester, notamment sur différents types de projets, des petits projets, des gros projets. Voilà. L'idée aussi de mutualiser les études est apparue. Je vais essayer de me concentrer sur des points qui n'ont pas été mentionnés jusqu'à présent, plutôt. Alors, nous avons évoqué des sujets un peu pragmatiques, je dirais un peu concrets, eau et biodiversité. Je vais revenir sur deux points. D'une part, études et méthodes, et puis le deuxième point, l'application de la doctrine ERC, notamment les mesures compensatoires. Alors, sur les études et méthodes, certains ont mentionné qu'il y avait eu des progrès sur les méthodes, que les méthodes avaient évolué. L'écho dans le groupe de travail, c'était plutôt les maîtres d'ouvrage sont quelquefois un peu démunis. Ils doivent pas inventer des méthodes, mais les adapter à leur projet. Les méthodes peuvent différer d'un territoire à l'autre, ce qui n'est pas forcément mauvais, parce que les questions et les problèmes ne sont pas nécessairement les mêmes. Des guides, il y en a certains, mais ce sont plutôt des retours d'expérience, qui est utile aussi. Il faut continuer à faire des retours d'expérience sur les méthodes. De bien garder le principe de proportionnalité dans les études, distinguer notamment entre les projets nouveaux et puis les projets d'entretien ou de réparation, pour lesquels il y a une notion sans doute d'urgence, de sécurité, de risque qu'il faut prendre en compte, pour adapter là aussi les méthodes et les études. Alors en matière de données, tous ont souligné l'intérêt d'avoir des données, de les capitaliser, de les partager, de bien préciser ce qui est lié aux données, les conditions de leur collecte, de leur durée, leur validité, leur propriété, ce qui amène à suggérer et à soutenir toutes les propositions pour avoir des inventaires, des recueils de données qui soient partagés, qui soient collectifs, qui soient transparents, qui soient accessibles. Alors, il existe des atlas communaux ou départementaux. Il y a les fameux schémas régionaux de cohérence écologique ou d'autres schémas. Tous ont un rôle sur cette fourniture et cet accès aux données, qu'il s'agisse des collectivités, des associations, des maîtres d'ouvrage. La question d'accès aux données, c'est quelque chose qui a été évoqué à la conférence environnementale, en particulier à propos des accès des données sur l'eau, mais on peut le transposer aux autres données environnementales. Et aujourd'hui, avec les nouveaux outils technologie de l'information, on peut avoir et ouvrir largement les accès aux données si on l'a bien prévu. Alors, quelques remarques, je dirais. Le sujet, c'est l'évaluation environnementale, mais certains ont fait remarquer qu'il faut parler aussi d'évaluation développement durable et pas oublier les autres volets économiques, social, santé, emploi, que l'espèce humaine fait aussi partie de l'environnement. Et pas se concentrer sur le seul volet environnemental où quelquefois dans les études d'impact, on a une disproportion dans les volumes des études. Voilà. Donc c'est une remarque qui a été faite. Nous avons évoqué aussi un sujet qui a donné lieu à vif débat dans l'atelier. Dans le document et dans le rapport, il y avait une proposition en disant peut-être exclure du champ des autorisations de destruction des espèces, dans certains cas, certains projets, notamment de réhabilitation
pour les espèces qui finissent par se développer dans des milieux anthropisés. Alors après, qu'est-ce que c'est les milieux anthropisés? L'exemple du lézard là, dans les ballasts ferrés a été cité. Mais ça a suscité un vif débat en disant finalement milieu anthropisé, on ne sait pas trop, et puis de toute façon par rapport à l'application des directives européennes, ça paraît difficilement compatible. Mais je mentionne parce que ça a été un point de débat dans l'atelier. Donc cette idée de mutualiser, de partager, d'ouvrir les données, c'est quelque chose qui est bien ressorti de l'atelier. Alors j'en viens au point peut-être mesures compensatoires. Alors bien sûr, l'application de la doctrine éviter, réduire, compenser doit être examinée dès le début du projet, dès le début des démarches et au fur et à mesure que les échelles sont plus précises avec les cliquets ERC. Il finit par rester des mesures compensatoires. Alors, comment faire? Donc, nous avons regardé, il y a plusieurs questions qui sont des questions difficiles. Comment définir les compensations? Où? Et puis, comment les gérer? Alors, comment définir les compensations? Visiblement, c'est difficile pour les maîtres d'ouvrage. Il y a un manque d'outils qui a été pointé. Les difficultés de quantifier les mesures compensatoires qui se traduisent souvent par des mesures en espace, en hectares, alors qu'on peut imaginer d'autres types de mesures compensatoires. Ça mériterait peut-être d'encourager là aussi des expérimentations. Alors, par exemple, est-ce qu'il faut compenser par créer une zone qui est un peu loin de l'opération ou venir améliorer la qualité environnementale de quelque chose qui existe, une infrastructure linéaire ou un cours d'eau, en allant vers une mise aux normes écologiques ou environnementales? Ça me paraît être une piste intéressante. Le mot qui est revenu souvent, pragmatisme. Pragmatisme. Penser concrètement par rapport au territoire dans lequel on est et par rapport au projet. Alors, est-ce qu'on peut compenser ailleurs qu'à proximité du projet? Le groupe a plutôt rejeté l'idée de compenser loin, dans un autre pays, voire un autre continent. Bon, c'est des choses dont on parle à propos des gaz à effet de serre, ça. Mais en même temps, d'être réaliste et en fonction de l'habitat ou de l'espèce à compenser, d'avoir un principe de réalisme sur la définition de ces mesures compensatoires. Sur l'idée d'avoir une procédure de DUP et d'expropriation pour mettre en œuvre les mesures compensatoires. Ça a paru assez difficile à justifier au groupe et sans doute peu faisable. Peut-être qu'il faut l'envisager dans certains cas très spécifiques. Par contre, l'idée de servitude écologique, d'obligation réelle qui sera attachée à un terrain de compensation qui soit transmissible a paru intéressante. Alors, je crois que c'est des pistes qui sont d'ailleurs dans l'avant-projet de loi biodiversité, ça. Il reste à voir comment le mettre en œuvre, parce que ça s'applique plutôt à des cas à l'amiable, ça, sur la mise en œuvre des compensations. Ensuite, qui gère les compensations? Et comment les gère-t-on dans le temps pour qu'elles soient pérennes? C'est difficile. Alors, les maîtres d'ouvrage doivent gérer leur patrimoine, suivi des mesures compensatoires. On peut difficilement imaginer des marchés après de gestion des mesures compensatoires, faire un marché public sur 20 ans, 30 ans pour gérer un espace. Bon, comment faire? Créer un organisme pour le faire, ça n'a pas paru une solution forcément adaptée. Peut-être des organismes existants, des structures existantes peuvent gérer ces espaces. On peut utiliser ce que je mentionnais tout à l'heure, des obligations réelles. Donc là encore, une idée d'être très pragmatique. L'autorité environnementale a proposé de créer un registre national des compensations. Donc ça paraît une idée intéressante. Alors est-ce que c'est national ou est-ce qu'il doit y avoir plusieurs niveaux géographiques dans ce registre? Mais de garder la mémoire de ces compensations dans le temps et, alors, je ne vais pas dire pour les générations futures, mais enfin c'est un peu l'idée. Un point qui n'a pas été évoqué parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, c'est le suivi et le contrôle des projets. Alors, on l'a un peu mentionné tout à l'heure, les bilans LOTI à 5 ans. Alors, en tant qu'ONEMA, je ne peux que mentionner la police de l'environnement qui existe. Il y a des inspecteurs de l'environnement sur le terrain, alors, sur l'eau à l'ONEMA, mais ailleurs sur d'autres sujets. Le rôle de la police,
certes la possibilité de mettre des PV, des contraventions pouvant déclencher après des procédures judiciaires, mais c'est aussi en amont de donner un avis, de donner un conseil, y compris de manière très concrète sur le terrain. Et un certain nombre d'agents de l'ONEMA sont intervenus et interviennent sur la réalisation des lignes à grande vitesse, en disant telle zone humide, voilà ce qu'on peut faire en fonction de la météo, etc., ou tel détournement provisoire de cours d'eau, des choses comme ça. Donc il faut utiliser aussi ces outils qui peuvent être des outils de sanction pour être des outils de conseil. Donc le volet police de l'environnement doit contribuer à la mise en œuvre de ces mesures compensatoires. Peut-être pour conclure, il y a des mots qui sont revenus souvent: pragmatisme, cohérence, expérimentation, retour d'expérience, mutualisation, notamment donc, dans les propositions, tout ce qui est incitation au recueil de données, au partage de données, à l'ouverture des données. Et sur le volet ERC, créer un registre des compensations, instituer la possibilité de servitude écologique. Merci Elisabeth Dupont-Kerlan. Je vous invite à réagir à la fois cette analyse, ce constat et ces propositions, notamment la première qui porte sur le partage, la mutualisation des données, qui rejoint un certain nombre de prises de parole qui ont été faites en début de matinée. Ce que vous évoquez aussi sur le contenu de l'étude d'impact et ces différents volets qui sont déjà prévus aujourd'hui pour porter sur les aspects socio-économiques, urbanistiques, démographiques, vous incitez à ne pas les oublier. Pour autant, ils sont déjà inclus dans le contenu des études d'impact. Et puis cette question de la mesure compensatoire, comment la définir, comment les gérer, et les propositions que vous faites sur la mise en place d'un registre national. Réactions, commentaires, compléments. Certains membres du groupe sont-ils présents aujourd'hui et peuvent peut-être apporter aussi leur point de vue ? Merci de vous présenter. Joachim Lemry-Eiffage, toujours. Juste pour vous dire, la simplification, c'est une chose, mais par exemple sur la procédure espèces protégées, qui est l'une des grandes procédures en matière de biodiversité, la simplification peut évidemment ne pas aller à l'annulation de ce type de procédure. C'est la non-application de cette procédure qui a généré de graves décalages et difficultés dans le temps pour certains projets. Je ne veux pas revenir sur l'un des projets les plus difficiles au tournant des années 90-2000. Il s'agissait d'une autoroute avec le Pic Prune. Il y a eu 6 à 10 années de retard à cause de cela. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, le fait d'appliquer, par exemple, la réglementation espèces protégées retarde tant que ça le projet. Donc faisons très attention aussi. L'application de la loi, pour le coup qui date de 1976, est une très bonne chose. Bien sûr, la difficulté par la suite, c'est l'expertise, la difficulté à s'accorder entre scientifiques sur des notions d'équivalence écologique, etc. Et la mise en œuvre, comme Madame Dupont-Kerlan le disait, par quel type d'organisme, qui peut prendre en charge la mise en œuvre, c'est intéressant et c'est des vraies questions qui posent problème. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui, aujourd'hui, pose le plus de problèmes, retarde les projets. J'en suis pas certain. Je pense qu'il faut aussi quand même considérer que la loi, c'est importante et il faut l'appliquer. Merci. Oui, moi je voulais revenir sur une remarque qui avait été formulée tout à l'heure. Donc pour la Société du Grand Paris. Oui, pardon, Bruno Goupil, ingénierie environnementale, Société du Grand Paris. Concernant donc les nouvelles normes ou les nouvelles réglementations qui s'appliqueraient en matière environnementale, est-ce qu'on envisagerait d'abord plutôt je dirais dans le domaine jurisprudentiel, plutôt une analyse un peu de la mise en application du droit existant ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des possibilités de simplification ou d'aménagement, non pas sur le droit lui-même, mais sur sa mise en application, c'est-à-dire vraiment l'application ensuite sur le terrain. Est-ce qu'il y a des pistes à exploiter dans ce domaine-là ? Et un point qui rejoint un petit peu cet aspect-là, c'est
Je reprends une des propositions qui est formulée dans le rapport qui nous a été donc transmis au début de cette matinée, concernant notamment favoriser les échanges informels entre l'administration et les porteurs de projets. Est-ce que c'est un point qui a été abordé dans les tables rondes que vous avez animées? Est-ce qu'il y a des pistes qui ont été identifiées dans ce domaine-là? Et donc, est-ce que les propositions concrètes qui sont formulées dans le rapport trouvent une possibilité d'application? Merci pour votre question qui s'adresse finalement aux trois rapporteurs. Alors, sur peut-être quelques points complémentaires. L'idée du guichet unique ou permis environnemental unique, je veux dire, c'est important pour avoir une cohérence. C'est souvent un mot qui est revenu aussi, cohérence. C'est-à-dire pas avoir des analyses par silo, ça a été dit tout à l'heure, mais avoir une vue globale aussi de l'ensemble des projets, avec, alors pas nécessairement un interlocuteur unique, mais au moins des interlocuteurs qui se parlent, voilà, pour avoir une cohérence du projet. Et sur les deux questions soulevées, c'est-à-dire est-ce que dans vos réflexions, vous avez envisagé l'analyse de la mise en application du droit de l'environnement et les enseignements en tirés en termes d'optimisation de cette application, je crois que c'était la première question. Est-ce que c'est une préoccupation qui a été exprimée dans le cadre des deux premiers groupes? Optimiser encore l'application du droit de l'environnement, la faciliter. Et l'autre question que vous avez posée porte sur les échanges informels qui peuvent être rendus possibles entre l'administration et les porteurs de projets. En tout cas, au titre des États généraux, je peux vous dire que sur ces deux aspects, sur ces deux questions-là, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'il a été demandé déjà, avant de produire des règles nouvelles et du droit nouveau, d'envisager la manière d'optimiser son application, de rendre le droit plus efficace, plus efficient, tel qu'il est conçu aujourd'hui. Et donc, plusieurs disaient attendre de la méthodologie et de l'accompagnement de la part de l'administration, qui pouvait passer en effet par ce dialogue informel entre administration et porteurs de projets que vous évoquiez. Maintenant, est-ce que l'un et l'autre vous souhaitez commenter? Oui. Non, mais sur l'optimisation des règles existantes, c'est clair qu'il y a des possibilités qui existent de regrouper des enquêtes, de mener de pair des procédures, etc. Donc c'est vrai que déjà on peut, sans créer une procédure qui regroupe tout, il y a déjà des possibilités, mais il y a quand même aussi des limites liées au fait qu'on a des procédures distinctes. La question d'un guichet unique, aujourd'hui, rien n'empêche dans les départements ou les régions de constituer un guichet unique, mais ça se fait en général plus pour les projets identifiés, considérés comme stratégiques, avec une procédure ad hoc à chaque fois. Un intérêt pour d'avoir un permis unifié, c'est que finalement, ça reviendrait à le systématiser. Mais en tous les cas, il y a déjà des possibilités aujourd'hui dans les procédures, dans l'organisation des services, qui permettent de simplifier et d'améliorer les choses. Merci. Sur le dialogue informel, administration, porteur de projet. Juste un point peut-être, nous avons beaucoup évoqué les retours d'expérience, les guides, avec l'intérêt de les traduire par des conseils, mais pas nécessairement des actes juridiques ou des procédures types à respecter, mais plutôt des conseils ou des... Très bien. Effectivement, dans les États généraux, la demande, notamment s'adresser à l'autorité environnementale dans les échanges itinéraires qui pouvaient être utiles pour l'amélioration des projets des maîtres d'ouvrage à mesure qu'ils avancent. Donc peut-être aussi Michel Badré sur ce sujet qui revient fréquemment. Quel dialogue avec l'administration pour les porteurs de projets? Alors un micro, on va peut-être vous apporter un micro. Tenez. Michel Badré, juste... Ah, vous souhaitiez vous exprimer? Ah, je ne comprenais pas.
pardon, je n'avais pas compris. Je vous en prie, excusez-moi. Je me présente, Pierre Esbert, je suis commissaire enquêteur, puis bon, j'ai un passé Très bien. professionnel qui me permet peut-être d'intervenir, même en enfonçant quelques portes ouvertes, sur la gestion des espaces relevant de mesures conservatoires, compensatrices. On a fait allusion effectivement au fait que parmi les intervenants, il fallait trouver un certain nombre de gens qui aient des situations pérennes. Alors, je pense qu'il faut effectivement les élaborer, ces mesures, avec un certain nombre de gens du cru, mais qui puissent suivre ces mesures dans le temps. Donc il faut compter sur des associations pérennes, sans doute. Voilà. Et puis deux, ce que je voulais dire aussi, c'est que la définition de la mesure conservatoire, elle est liée au fait souvent à la biodiversité. Or, celle-ci, elle est complètement évolutive. Donc il faut savoir effectivement ce qu'on veut dès le départ et admettre l'évolution. Voilà tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Pardon pour le malentendu. Michel Badré, sur le dialogue administration porteur de projet. Je m'excuse de dire, au risque de surprendre, que la question sur le dialogue entre administration et porteur de projet ne s'adresse pas à moi. L'autorité environnementale, je l'ai expliqué tout à l'heure, dans les trois acteurs que sont le maître d'ouvrage et tous ceux qui travaillent avec lui, les pouvoirs publics et tous ceux qui travaillent autour de la préparation de la décision, et puis le public. Nous, on est un quatrième larron là-dedans, et on y fait extrêmement attention. Notre position étant celle du garant de la qualité de l'évaluation environnementale. Et il ne faut pas qu'on ait travaillé et qu'on ait mis la main à la pâte à la préparation de cette évaluation environnementale. Alors c'est une posture un peu compliquée, et on le voit bien, on a eu très souvent cette discussion avec RFF par exemple, et autant quand on est sur des questions de procédure ou de principes, de calendrier, etc., il n'y a aucune difficulté. Dès qu'on rentre dans la question technique du contenu de l'étude d'impact, nous on se retire volontairement en disant non, ça vous nous donnerez votre étude quand elle est prête, quand elle sera prête on rendra un avis dessus, on le rendra public, on est complètement transparent dans tout ce qu'on fait, mais on est transparent aussi s'il y a une demande de cadrage préalable, c'est une procédure qui existe, on y répond bien sûr, mais toujours dans la transparence totale, c'est-à-dire on rend public notre avis de cadrage aussitôt. On ne fait pas une réunion informelle avec un compte-rendu qu'on échange juste avec les participants à la réunion, ça ne va pas. Donc là-dessus, on a une posture qui n'est pas celle de l'administration, qui, elle, au contraire, est tout à fait en position, évidemment, de répondre aux questions posées par un maître d'ouvrage. Ce qui, en effet, est à mettre en lien avec la demande de guichet unique, qui devrait permettre, en effet, ce dialogue. Allez-y. C'est l'objectif, un des objectifs du guichet unique de faciliter le lien et de maintenir surtout le lien avec l'administration, les services instructeurs, pour revenir. Donc aujourd'hui, ça se fait déjà, et le développement de guichets uniques faciliterait sans doute ce type de contact. Mais je reviens, j'appuie ce qu'a dit Elisabeth Dupont-Kerlan, c'est-à-dire plutôt informel, des échanges, des réunions, plutôt que chercher systématiquement un acte juridique qui n'est pas forcément la réponse adaptée. Merci beaucoup. Nous allons donc clore cette deuxième restitution en relevant en effet qu'une partie des réponses à l'objectif de modernisation, simplification, efficacité, efficience, proportionnalité se trouve non seulement dans le droit, mais aussi dans tout ce qui est aux marges du droit. Et les États généraux ont bien permis de le pointer également, dans tout ce qui touche à le partage de la connaissance, la pédagogie, la réflexion méthodologique partagée sur les notions, et la façon de conduire les procédures. On va maintenant laisser la parole à Philippe Subra pour la dernière restitution sur la concertation. Oui, nous avons presque rattrapé notre retard, ce qui est remarquable. Alors, ce groupe de travail regroupait un représentant de France Nature Environnement, Daniel Delestre, 4 maîtres d'ouvrage, Sandrine Artis, responsable du pôle concertation du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, Jean-Marc Zezeki, responsable du pôle concertation de RFF,
Philippe Gramont, directeur adjoint de la DREAL Midi-Pyrénées, Pascal Guibert-Ledru, qui n'est pas à proprement parler une maître d'ouvrage, mais qui intervient de ce côté-là puisqu'elle travaille au groupe d'ingénierie Aegis. Et puis 2 commissaires enquêteurs, Catherine Marette, que vous avez vu témoigner dans le petit film, et Jean-Louis Perrault, qui est aussi membre du conseil scientifique de TDIE. Et enfin, 3 représentants de TDIE, Marie-Dominique Salon, Sonia Breuse et moi-même. Alors ça a été un atelier extrêmement riche, vraiment très très vivant, ce qui prouve certainement que la concertation est une question stratégique et transversale, au même titre que les procédures, mais peut-être un peu moins austères, des questions que nous abordons, et que c'est une pratique qui peut encore être améliorée. Autre remarque préalable, le climat général qui a résulté de cet atelier, ce n'était pas moins de concertation, mais plutôt plus de concertation et surtout mieux, une meilleure concertation. Et puis la dernière remarque que je ferai pour commencer, c'est que on a plus que d'innovation traité de généralisation, d'expérimentation qui se sont déjà faites. Et ce qui prouve bien que la concertation est une matière souple sur laquelle, en France, on a su innover à partir notamment de la première loi du débat public par l'expérimentation et la généralisation de ces expérimentations. Et donc on était vraiment dans le prolongement de ça. Alors le premier point qui a été abordé, c'est un constat, et un constat négatif, qui porte sur les concertations de type L300-2, donc constat qui est que ces concertations, assez souvent, sont assez vides de contenu et jouent le rôle de concertation alibi. Ce qui a été analysé, et là je reprends les propos des spécialistes qui faisaient partie du groupe, parce que moi je n'ai pas de compétences sur cette question précise, situation qui s'explique en grande partie par le caractère, qui s'expliquerait en grande partie par le caractère très souple du texte. Et ça a été retenu comme quelque chose d'autant plus dommage que quand ces concertations ont un réel contenu, elles sont un appui, un apport extrêmement important pour les commissaires enquêteurs par la suite. Là, c'est peut-être le seul point sur lequel il y a une demande de modification qui pourrait être une modification de texte, puisque si le problème vient du texte, c'est donc le texte qu'il faut qu'on modifie. Mais je dirais qu'on n'a pas été plus loin, vu l'abondance de la matière par ailleurs sur cette question. Donc il y a une question pendante, comment donner du contenu, comment crédibiliser, comment légitimer ce type de concertation. Question sans réponse pour le moment. 4 points de convergence ensuite entre les participants. Le premier sur l'intérêt des études de contexte partagées qui puissent servir de base à un débat sur l'utilité territoriale du projet ou sur ce que certains appellent le besoin de trouver un sens territorial au projet. En gros, pour simplifier, c'est resituer le projet d'infrastructure dans un projet de territoire qui n'existe pas toujours. Et là, j'ajouterais, à titre personnel, parce que ça n'a pas été forcément l'avis de tous les membres du groupe, qu'il y a aussi une réponse là à la question de la place des élus locaux dans les procédures et les expériences de concertation et de débat public. Élus locaux dont nous savons qu'ils sont souvent dans une position très délicate, très inconfortable, entre le marteau des associations et l'enclume du maître d'ouvrage, qui ont souvent du mal à trouver un rôle qui leur soit propre. Et là, il y a à l'évidence un rôle qui peut être le leur, celui d'accoucheur et de porteur politique d'un projet de territoire négocié entre tous les acteurs du territoire, économiques, syndicaux, associatifs, politiques et administratifs. Deuxième point de convergence, l'intérêt de généraliser des formes volontaires de concertation en amont et en aval du débat public pour obtenir une sorte de concertation continue. En amont, pour permettre aux maîtres d'ouvrage d'intégrer dans le projet l'expertise des associations environnementales, mais aussi des élus sur le territoire, un point qui a été évoqué dans notre matinée plus tôt.
En aval, pour assurer l'information et la prise en compte des remarques des riverains, des élus et des associations dans la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire la définition du tracé précis, le chantier, les mesures compensatoires, voire le fonctionnement de l'équipement une fois qu'il est mis en service. La forme qui a été suggérée pour cette concertation continue, c'est celle de la gouvernance à 5 ou plutôt à 6, c'est-à-dire État, élus locaux, syndicats de salariés, entreprises, associations. Le 6e, ce sont les parlementaires. Avec 2 questions là, auxquelles nous n'avons pas réellement de réponse. Faut-il compléter, et surtout comment, si la réponse est positive, par des consultations ponctuelles du public? Alors, nous savons les réticences de la Commission nationale du débat public à ce qu'il y ait des réunions publiques avant le débat public. Deuxième question, on constate des effets pervers aux concertations amont, notamment celle de figer les positions d'un certain nombre d'acteurs qui vont entrer dans le débat public qui va suivre avec la position suivante: les choses ont déjà été tranchées. Comment éviter cet effet pervers? Donc il y a des gains certains, il y a un effet pervers possible, assez fréquent, et il y a une question sur la façon d'associer la population, le public, le grand public, à cette phase aval. Pour la phase amont, pour la phase aval, par contre, ces problèmes se posent évidemment beaucoup moins. Troisième point de convergence, l'intérêt de diversifier les formes de concertation avec le public en utilisant d'autres solutions que la réunion publique classique, pour toucher un public que la réunion publique classique n'arrive pas à toucher. Nous avons tous fait le constat que le public se résume assez largement aux riverains, aux 35-65 ans et surtout aux plus de 65 ans, retraités, tous dans une forme formidable, ce qui n'est pas sans poser des problèmes aux partenaires du débat, en tout cas qui enrichit le débat, mais bon. Le fait qu'ils soient en très grande forme n'en fait pas des représentants de la jeunesse. Et justement, la jeunesse, les catégories les moins formées, les moins diplômées, les moins riches, les immigrés, par exemple, sont des populations que l'on ne retrouve pas dans le débat public, ou alors à dose homéopathique et en général silencieuse. Les pistes proposées, alors des réunions publiques thématiques, des ateliers, jurys ou panels citoyens qui supposent la continuité de l'investissement personnel des participants. Donc la question qui se pose immédiatement, c'est celle du choix des participants. Sondage, passage par des structures existantes, type conseil de quartier, ou en créant de nouvelles structures, de nouvelles instances, type maison du projet. Internet, alors ça fait très longtemps qu'on parle d'Internet à propos du débat public, avec des résultats qui pour le moment ne sont pas extrêmement probants. Les réseaux sociaux, moyen de toucher un public qui ne vient pas aux réunions publiques, notamment celui des 20-35 ans. Les blogs de la presse quotidienne régionale. On a souligné dans les réunions de l'atelier la méfiance qu'il y a vis-à-vis des sachants, des représentants des élites, des représentants du pouvoir, des pouvoirs publics. Est-ce que passer par la presse quotidienne régionale, qui a plus de crédibilité, ça n'est pas un moyen de toucher un public plus large? Enfin, aller à la rencontre des usagers, par exemple en allant sur la ligne de bus qui doit être remplacée par un futur tramway, sur la ligne de métro qui doit être prolongée, en allant sur les marchés, en allant dans les centres commerciaux, en utilisant les associations d'étudiants et donc avec des supports, des techniques plus légères, type campagne électorale à la Montebourg, c'est-à-dire le stand qui se déplace et qui se monte en allant au-devant du public. Quatrième point de convergence, l'intérêt du garant quand il n'y a pas de commission particulière, qui peut jouer de manière remarquable un rôle de garantie et de recours, de régulation du débat, de la concertation. Alors,
rôle qui fonctionne beaucoup mieux quand le garant a le label CNDP. Et donc la question qui a été posée est la suivante: est-ce qu'il ne faudrait pas que systématiquement les garants soient nommés par la CNDP et plus jamais par le maître d'ouvrage? Alors dans certains cas, il y a eu des expériences de garants nommés collectivement par les membres d'un atelier et non par le seul maître d'ouvrage, et il semble que cela ait assez bien fonctionné également. Alors ensuite, il y a eu trois thèmes qui ont été abordés, qui n'ont pas été consensuels et qui reflètent des revendications soit des maîtres d'ouvrage, soit des associations. Alors, première revendication des associations: il y a une très grande difficulté à suivre l'application, la mise en œuvre des engagements du maître d'ouvrage, notamment des engagements environnementaux, quand il y a PPP ou quand il y a concession. Du fait que les contrats de concession sont confidentiels, et donc que les associations et même les élus locaux, c'est-à-dire même les conseils régionaux par exemple, ont le plus grand mal à se procurer les clauses de ces contrats et donc à être en mesure de surveiller la mise en œuvre des engagements qui étaient publics du maître d'ouvrage. Donc, question, comment assurer cette transparence? Comment assurer ce suivi? Est-ce qu'il faut que les engagements du maître d'ouvrage dans ces contrats soient rendus publics de manière à permettre ce suivi? Deuxième revendication, elle porte sur le contenu des dossiers de présentation des projets. Le représentant de France Nature Environnement a critiqué le fait que ces dossiers ne comportent pas un certain nombre d'éléments à ses yeux indispensables pour évaluer l'intérêt et la viabilité des projets, comme des données fiables sur le financement du projet. A-t-on réellement les moyens de le financer? Quels sont les risques financiers? 2, son impact sur l'usager, par exemple l'évolution du prix des billets. 3, les prévisions de trafic, l'utilité du projet en termes de transport. Alors ce à quoi les représentants de la maîtrise d'ouvrage ont expliqué que là on était dans quelque chose qui était extrêmement difficile à mettre en œuvre, parce qu'on n'avait pas la visibilité à l'échéance de la mise en service de l'équipement sur ces différents points. Et donc évidemment dans l'idéal il aurait fallu qu'on puisse apporter ces éléments d'information qui étaient évidemment essentiels, mais qu'on n'y arriverait pas. Enfin, une revendication des maîtres d'ouvrage sur le fonctionnement administratif du dispositif du débat public. Revendication qui porte sur la prise en charge, non plus par le maître d'ouvrage, mais par la Commission nationale, du recrutement d'un secrétaire général du débat public et de l'allocation des locaux de la Commission particulière du débat public. Le problème se posant surtout quand le maître d'ouvrage est public, et donc il doit passer par les règles des marchés publics pour mettre en place ces outils indispensables au débat public. Merci beaucoup. Ce qui est sur votre dernière question, c'est vrai aussi pour les maîtres d'ouvrage privés. Voilà. Mais effectivement, là, vous soulevez des points de consensus et des questions qui restent ouvertes, en tout cas au sein de votre atelier. Est-ce que certains de ces points font écho à vos propres réflexions, en particulier le second point que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'intérêt de généraliser des formes volontaires de concertation et finalement instaurer une concertation continue? Quelles sont vos réactions? Est-ce que ça vous paraît être une bonne façon de répondre, qui vient d'ailleurs en écho des interventions qui ont été faites par nos amis allemands et néerlandais, cette notion de concertation continue, avantages, inconvénients, est-ce que ça présente un potentiel de modernisation, d'efficience, d'efficacité de l'application du droit? Quelles sont vos remarques? Peut-être là aussi les commissaires enquêteurs. Est-ce qu'une concertation continue qui a été menée avec un bilan qui est joint au dossier d'enquête publique apporte quelque chose à la phase d'enquête publique ou pas? Enfin, quel est votre regard sur... Oui, monsieur Jean-Marc Zediki, RFF.
Oui, bonjour, Jean-Marc Dziezicki de Réseau Ferré de France. Moi, je suis responsable du pôle concertation et débat public. Pour répondre à la question, oui, la concertation continue, certains grands maîtres d'ouvrage en ont mis en place. On voit vraiment l'efficacité que ça peut avoir, même si on n'a pas encore à ce jour mesuré tous les effets de ces concertations continues. François Assuré l'a évoqué pour l'exemple de RFF, hein, la façon de faire les études, la façon de penser un projet ont totalement été modifiées en une dizaine d'années à RFF grâce à la concertation continue. Je voulais faire une remarque par rapport à cela, c'est qu'on peut faire la concertation continue, simplement il faut s'en donner les moyens. Bon, pour ne pas être trop long, hein, encore une fois, on pourrait vraiment parler de tous les avantages que ça peut avoir, mais il faut avoir les ressources pour faire la concertation continue. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique ou administrative, les deux si possible d'ailleurs, mais surtout il faut avoir des moyens, c'est-à-dire il faut avoir des ressources financières, même si la concertation ne coûte pas forcément très cher, elle a un coût. Et par exemple dans les conventions de mandat que RFF a avec la SNCF, ce qui ne saurait plus durer trop longtemps vu la réforme ferroviaire qui est en cours, eh bien on voit que dans les conventions de mandat, il y a 0 € prévu pour la concertation. Donc quand la SNCF gère des projets pour le compte de RFF, dans la mesure où il y a 0 € pour la concertation, c'est difficile bien sûr à mettre en place. Donc il faut des ressources financières, mais aussi des ressources, des compétences et des équipes. Aujourd'hui, par exemple à RFF, sur les grands projets, est systématiquement embauché un concertant qui travaille pendant des années sur ce même projet et qui pense et qui conduit les démarches de concertation. RFF, comme le STIF et d'autres maîtres d'ouvrage, ont des cellules de concertation de 5-6 personnes qui accompagnent les équipes, qui forment les équipes, qui constituent des référentiels. Donc, on a vu que pour les grands maîtres d'ouvrage, ça a été possible de mettre en place cela pour des grands projets. Et comme le disait François Assuré tout à l'heure au niveau de RFF, quand on décline ça sur des plus petits projets, c'est beaucoup plus difficile. Et si les collectivités et l'État n'appuient pas derrière en mettant en place des méthodes et des ressources pour qu'il y ait des démarches de concertation qui soient mises en place de manière cohérente et forte, je pense qu'on aura des grandes difficultés. Voilà, donc je pense vraiment qu'on peut mettre en place des démarches de concertation, mais il faut mettre derrière les ressources et sortir du discours Yakafo. Voilà. Merci. La question pendante, celle de la concertation continue, est celle de qui pour faire vivre cette concertation continue. Vous avez soulevé la question de la composition des publics qui pourraient être concernés par cette concertation continue. Je vais vous laisser la parole. Vous avez soulevé la question de la gouvernance à 6 et en même temps de la nécessité de conserver des réunions complètement ouvertes au public. Donc cet équilibre-là, dont on sent bien qu'il est important et difficile, il faudra qu'on y revienne. Madame. Oui, bonjour, Catherine Marette. Donc j'ai participé à l'atelier sur la concertation et effectivement, je suis commissaire enquêteur et je peux confirmer, et je pense que les 18 commissaires enquêteurs qui sont dans la salle le confirmeront également, que sans concertation, soit on n'a pas du tout de public, soit on a un public, disons, opportuniste, c'est un petit peu le risque, et que pour nous, c'est très, 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 très favorable qu'il y ait une concertation en amont. Et qu'en plus, il y ait une pratique aussi de suivi, parce que le public, se renseigne, et quand il sait qu'il va être écouté, que ça peut avoir des suites, on a des contributions beaucoup plus intéressantes. Merci. D'autres interventions? Oui, Monsieur Verlot, Madame, je vous vois très mal. Et puis Monsieur Gressier. Madame d'abord. Merci de vous présenter. Ce sujet attire la prise de parole. Bonjour, Florence Perrault, syndicat des professionnels des chaussées en béton. En fait, moi j'avais une question sur la concertation qui venait du fait que j'avais entendu que les associations s'exprimaient, le public s'exprimait, et j'ai été un peu sur la réserve en me disant, mais dans la plupart des projets d'aménagement ou d'infrastructure, il y a un maître d'ouvrage, il y a des maîtres d'œuvre et toute la série qui permet de faire l'infrastructure, mais in fine, il y a un gestionnaire. Et dans le débat et dans la concertation, il me semble très intéressant que l'avis du futur gestionnaire soit largement pris en compte. Parce que derrière, il y a non seulement la pérennité du projet, mais il y a son avenir et son impact futur sur les populations et les associations qui sont concernées.
Voulez-vous dire qu'aujourd'hui, dans les concertations, l'avis du porteur de projet, qui peut être aussi le gestionnaire, n'est pas assez pris en compte? C'est ça que vous voulez dire? L'avis du porteur de projet, quand ça va être le futur gestionnaire, c'est en général très bien. Mais on a évoqué quelques projets RFF. Dans une partie des cas, les projets RFF font appel ensuite à des gestionnaires qui sont nombreux, qui sont très nombreux, qui peuvent concerner plusieurs conseils généraux, plusieurs collectivités locales, et qui n'ont pas forcément part à la décision. Et qui ne sont pas encore désignés dans les phases amont. Qui peuvent l'être, mais très peu. Pas forcément. D'où cette difficulté, en effet. Merci. Monsieur Verlot. Monsieur Gressier. Bon. Oui, merci. Je voudrais réagir sur les derniers propos de Monsieur Subra, dans lequel il rappelait que France Nature Environnement, notamment, demandait des dossiers plus fournis sur toute une série de sujets au moment des débats publics. De toute façon, même si les choses vont bien, même si le projet ne pose pas beaucoup de problèmes, y compris pas financiers, il s'écoulera un certain temps, sinon un temps certain, entre le débat public et la mise en œuvre du projet. Mais on peut peut-être tout de même éviter qu'on ne lance trop tôt des débats publics pour des projets dont on se doute pertinemment qu'on ne les réalisera pas, on ne commencera pas à les réaliser dans les 15 ou 20 ans qui viennent. Et tout à l'heure, j'ai réagi sur nos amis allemands et néerlandais qui nous présentaient l'élaboration d'un schéma de transport daté. Hein, et je pense que ça serait très utile. Alors nous avons maintenant, avec le travaux de la Commission Mobilité 21, un certain nombre d'échéances qui ont été données. Ce n'était pas le cas auparavant. Et si je veux dire auparavant, je m'excuse pour l'État, mais de temps en temps, l'État, les ministres disaient on va lancer le débat public de tel ou tel projet. On savait très bien que ce projet ne se ferait pas rapidement, mais voilà, on croyait utile de lancer un débat public. Et je pense que ça c'est une très mauvaise idée. Je pense qu'il faut effectivement un schéma national un peu cadré dans le temps, souple, mais un peu cadré, et à partir de ce moment-là, on peut, et glissant, bien entendu, on peut lancer effectivement des débats publics qui ne seront pas trop éloignés, de la réalisation du projet. Sinon, la concertation au niveau de ce débat public, lorsqu'on sera dans les phases de réalisation, ça sera autre chose, les temps auront changé, les problématiques auront changé, voilà. Je voudrais également, pour terminer, réagir sur, c'est un peu la même chose, sur ce qu'a dit dans la petite vidéo d'introduction un représentant, je crois que c'est du FNE, qui disait, mais on veut gagner du temps, pourquoi faut-il gagner du temps? Alors, je pense que, et je reviens à ce que je viens de dire, je crois qu'il est utile de prendre du temps pour élaborer un schéma daté. Mais à partir du moment où ce schéma, avec les concertations nécessaires, est sur la table, je crois qu'il est de bonne politique, à la fois sur le plan de l'utilisation des forces vives, des bureaux d'études, des crédits, etc., de réaliser ce schéma, je dirais, à peu près dans les délais prévus. Je crois qu'effectivement, à partir de ce moment-là, je crois qu'il est d'utilité publique de ne pas perdre du temps, parce que perdre du temps signifie qu'on essaie ensuite, ultérieurement, de réaliser des infrastructures qui ont été conçues ou qui ont été concertées dans une autre époque. Merci. Monsieur Verlot, souhaite-t-il intervenir? Non. Donc, sauf si quelqu'un souhaite encore intervenir, donc ce sera une dernière prise de parole et puis nous conclurons. Jean-Marc Zeziki, Réseau Ferré de France. Je ne vais pas monopoliser la parole, juste pour deux remarques par rapport à ce que disait Philippe Subra sur une procédure extrêmement intéressante qui est la concertation L302.
que certains maîtres d'ouvrage connaissent et aussi que beaucoup de collectivités connaissent. Moi, j'étais parti à l'atelier que tu avais organisé, j'étais parti au bout de 3 heures, juste pour dire que la richesse de la concertation L302, c'est parce que justement, c'est un texte qui est très souple et qui permet beaucoup d'innovation. Peut-être plus d'innovation que d'autres procédures qui sont beaucoup moins souples. Et s'il vous plaît, ne mettons pas de texte plus fort pour cette L302, parce que justement, on risque de la rigidifier. En revanche, c'est une question tout simplement de posture. Si une collectivité, un maître d'ouvrage, un industriel, veut bonifier une L302 et non pas la réduire à minima, parce que c'est souvent ce qui est fait, c'est-à-dire on réduit à minima parce que c'est une procédure peu lourde, si on veut la bonifier, on peut la bonifier. Je vous donne un exemple. À RFF, c'est d'autres maîtres d'ouvrage le font aussi, on essaie de faire des L302 vraiment riches en amont, avec des documents très transparents, des bilans de ces concertations qui sont rendus publics, qui sont communicants. On essaie vraiment de faire des efforts. Et lors d'un dernier projet, un pôle d'échange multimodal avec une collectivité, où c'est la collectivité qui a pris le lead sur cette L302, le bilan de la L302, c'est un document Word de 6 pages où les résultats de la L302 tiennent en 2 paragraphes. Juste pour dire que je pense qu'il y a notamment certaines collectivités qui, effectivement, par rapport à ce qui était dit, considèrent ce type de constatation comme une constatation à passer, voire alibi, mais pas comme une constatation à valoriser. Mais c'est justement la souplesse du texte qui permet de la valoriser. Et juste un dernier point, mais aussi une réflexion peut-être à verser ici à l'Assemblée, c'est la question du grand public. On l'a vu aussi par rapport aux exemples qui ont été évoqués par nos amis allemands et hollandais. On sent que le grand public, on ne sait pas trop comment le prendre. On considère que le grand public est souvent nimbiste, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça, il ne faut pas le réduire à du NIMBY, la réaction du public, et que donc organiser des réunions publiques, c'est délicat. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Philippe Subra. Il y a aujourd'hui des méthodes nouvelles pour faire participer le public qui peuvent être assez intéressantes, y compris très en amont. Et d'ailleurs, j'étais un peu surpris par rapport aux expériences allemandes et hollandaises, notamment allemandes. Les Allemands ont été les premiers à développer dans les années 70 ce qu'ils appelaient les cellules de planification, les Planungssäle, qui sont devenus dans les pays anglo-saxons, enfin en Angleterre, aux États-Unis, les jurys de citoyens. Beaucoup de démarches très en amont de participation innovante du public ont été mises en place en Allemagne. Et ça n'a pas été évoqué tout à l'heure. Donc, une des questions que je me pose, et moi qui est un des enjeux majeurs, il me semble, pour les maîtres d'ouvrage, notamment comme RFF et les collectivités dans le futur, c'est qu'on a développé les démarches de concertation, notamment entre parties prenantes, et des démarches en continu qui se font de plus en plus. Mais il y a un absent tout de même, c'est le public. Comment toucher le public, ce qui était évoqué tout à l'heure. Et il me semble que c'est l'enjeu majeur. Mais pour ça, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut, se poser les bonnes questions en amont, avoir une stratégie, comme le disait François Naturier. Stratégie, ça ne veut pas dire être machiavélique, ça veut dire simplement anticiper. Il faut anticiper, avoir des moyens et avoir le courage de vouloir donner la parole au public et de rendre compte au public par rapport à ce qui est décidé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quelqu'un veut encore intervenir sur ce sujet très riche de la concertation ? Si personne n'intervient, je me propose, comme il m'a été demandé de le faire, de restituer les points qui me paraissent clés. Et pour cela, je vais me mettre au pupitre. Ce qui m'a frappé dès le début de la matinée, en fait, c'est autour de la notion de connaissance, la conviction que vous avez exprimée et qui finalement est restée tout au long de cette matinée, que la modernisation passera d'abord par l'amélioration de notre capacité collective à appréhender les enjeux de l'environnement sur un territoire donné, sur le territoire des projets, à établir un corpus partagé de la connaissance d'un territoire. Et donc, vous avez, à plusieurs reprises, et je pense qu'il faut le noter, vous avez souligné l'importance d'investir dans la mutualisation des inventaires, dans le partage des données, quelle que soit la forme que ces inventaires peuvent prendre, quelles que soient les modalités de la mutualisation de ces inventaires. En tout cas, c'est le premier point qui, me semble-t-il, a été marquant et qui peut être transmis, je dirais, dans le rapport de cette journée. Le deuxième point, qui est plus qu'un point, un chapitre sur les textes et les procédures, vous avez commencé par affirmer le besoin de stabilité, de lisibilité du droit, dans une perspective de non-régression, évidemment,
Et vous avez aussi, au fil des discussions, évoqué l'importance de l'évaluation a posteriori de l'application de règles nouvelles, mais aussi l'évaluation des voies d'optimisation de l'application du droit existant. Donc ça me paraît être un ensemble de principes qui sont importants pour vous, en tout cas qui ressortent de votre réflexion, de façon à pouvoir stabilité, lisibilité, évaluation, de façon à pouvoir comprendre, anticiper mieux encore ce qui est demandé. Ensuite, vous avez évoqué autour des pistes qui sont déjà bien engagées, de permis unique, de permis environnemental unifié, de réforme de l'étude d'impact, de réforme des autorisations, du régime des autorisations, enfin en tout cas de perspective. Vous avez soulevé des avantages et des inconvénients selon l'échelle du projet. En tout cas, il est clair que les expérimentations que certains ont évoquées et qui vont être menées dans différentes régions vont nécessiter un suivi qui vous intéresse et pour lequel vous allez vous impliquer. Et vous dites également que les avantages et les inconvénients de ces différentes évolutions législatives et réglementaires doivent être vraiment pesés à l'aune de la dimension du projet. Voilà. Vous avez aussi, troisième grand sujet sur la concertation, donc vous avez soulevé la question de l'efficacité du processus, mais avant cela, vous avez aussi soulevé la question du sens de ce processus. À quoi sert ce processus? Et il semble que le processus, à partir de ce que vous avez dit les uns et les autres, dans une première approche, vous parlez de faciliter l'acceptation du projet, la concertation devant faciliter l'acceptation du projet. La question qui peut se poser, c'est de savoir si la concertation peut faciliter l'intégration dans le projet des améliorations qui pourraient venir du public, des parties prenantes. Et c'est une autre façon aussi de regarder cet exercice qu'est l'exercice de la concertation. Donc un exercice, par conséquent, qui devient moins un exercice de communication, faire accepter le projet, mais un exercice, en effet, d'intégration des points de vue des parties prenantes qui sont extérieures à la maîtrise d'ouvrage dans la fabrication du projet. Donc, vous dites que la concertation doit être continue. C'est quelque chose qui peut être soutenu par non pas une rigidification des réglementations, comme la dernière intervention vient de l'évoquer à propos du L302, mais dans l'approche intégrée de la conduite des études et de la conduite de la concertation, à l'opposé d'une approche séquentielle. Ça a été dit en début de matinée. Donc, cette concertation, cette approche intégrée, fondée sur le partage des connaissances mutualisées dont vous avez parlé, et aussi sur le débat argumenté. Michel Dubromel, évoquait la prise de température que permet la réunion publique pour surtout considérer que le seul débat par voie électronique ne suffira pas à déployer l'argumentation. Là aussi, concertation continue, approche intégrée, partage des connaissances, débat argumenté, et j'en viens aux propositions qui ont été faites par le groupe l'atelier sur la concertation, qui a insisté sur l'importance de renouveler, diversifier les façons de rencontrer le public, les modalités de la rencontre du public, en évoquant non seulement différents types de publics, des publics plus ciblés, on renvoie la gouvernance à 6, et puis aussi le tout public qui, par définition, peut accéder à la réunion publique. Donc, vous avez invité à renouveler les formes du dialogue avec le public pour toucher tous les publics, en particulier ceux qui aujourd'hui ne se rendent pas en réunion publique. C'est une voie de modernisation, de recherche d'efficacité qui ne passe pas par la réglementation ou le droit.
Et vous avez aussi, je le rappelle, invoqué l'importance de la présence du tiers pour la réussite de la concertation. Le tiers qu'est le garant, qui parfois a été nommé par le maître d'ouvrage et que vous préconisez de faire nommer par la Commission nationale du débat public pour lui donner cette distance qui est considérée comme utile et comme nécessaire. Mais vous laissez ouverte aussi la possibilité aux parties prenantes de désigner le garant neutre, en tout cas extérieur à la maîtrise d'ouvrage. Et vous avez enfin évoqué l'importance et ça va dans le même sens, de séparer tout ce qui relève de la prise en charge, de l'organisation et du financement des débats publics, des maîtres d'ouvrage qui aujourd'hui assument cette charge pour qu'elle soit confiée à la Commission nationale du débat public. Donc là aussi, on n'est peut-être pas dans du non réglementaire. Il y a probablement, si on allait dans cette direction-là, des réformes réglementaires à envisager. En tout cas, ce que vous pointez d'une certaine manière, c'est l'importance d'un système de dialogue et d'information qui accompagne la conduite des projets, mais qui soit, dans une certaine mesure, indépendant, ou en tout cas qui fasse la preuve, qui puisse faire la preuve de sa neutralité par rapport à la conduite de projet. Donc, je termine en disant que parmi toutes les pistes qui ont été évoquées dans les ateliers, effleurées aujourd'hui, parce que ça l'a été de façon très très rapide, certaines sont réglementaires et beaucoup relèvent de la volonté commune d'avancement, volonté commune qui peut être aidée par de l'information, de la pédagogie et de la méthodologie. Voilà, j'en termine avec ces propos et je vous souhaite une bonne continuation, sachant que nous avons bien noté que les travaux de cette journée seront transmis au ministre et versés à la contribution des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Merci.